Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. En réalité, dans le débat politique, désormais, la question est posée. Faut-il anticiper la vague d'épidémie et passer en mode confinement, comme l'a fait l'Italie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le gouvernement a plutôt choisi une option qui est une réponse calibrée au cas par cas. Bon, d'abord, dans une situation comme celle-là, dire une chose, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique, il faut convoquer la raison. Nous avons à faire face en réalité à 3 crises derrière l'épidémie du coronavirus. La première, celle sur laquelle il faut concentrer tous nos moyens, c'est la crise sanitaire. D'abord par des précautions d'usage, se laver les mains, faire attention à ses contacts dans la vie sociale, mais ça, ce sont des précautions d'usage bien connues. Mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y avait une crise qui n'a pas attendu le coronavirus à l'hôpital public, et donc il faut pouvoir soulager l'hôpital public immédiatement. Le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public réclame des moyens supplémentaires. Je demande à ce que le Premier ministre l'entende. Il faut 3 à 4 milliards de plus sur la table. Maintenant. Oui, pour pouvoir recruter quelques 40 000 infirmiers supplémentaires pour faire face à la crise. Ça, c'est pour la crise sanitaire. Pour faire face à la crise telle qu'elle était dans le système hospitalier ou pour faire face à la crise, l'urgence sanitaire qui est liée au coronavirus ? Pour faire face dans l'immédiat à la crise sanitaire liée au coronavirus qui vient impacter un hôpital public, vous le savez, qui était déjà très atteint. Vous avez vu quand même ce mouvement depuis plus d'1 an. Donc, sans quoi on n'arrivera pas à faire face ? Sans quoi, effectivement, ça peut être compliqué. Le plus important, si vous voulez, c'est de faire en sorte que le nombre de malades soit inférieur à la capacité que notre système de santé peut absorber en réalité. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir faire en sorte que, compte tenu de ce qu'on peut anticiper, avoir des moyens supplémentaires et d'abord des moyens humains, effectivement, puisque c'était l'essentiel des revendications demandées à l'hôpital public. Ensuite, la deuxième crise que l'on voit apparaître, c'est une crise financière. Alors, on va en parler. Vous allez très vite sur les sujets et on va les prendre, si vous le voulez bien, Adrien Quatennens, les uns après les autres. Si on a le temps, oui. On a le temps, on va y arriver. On va nous laisser du temps. Il dit non. On va passer d'abord, je vais rester sur la crise sanitaire. Je vous posais la question du confinement. Est-ce que vous trouvez que le modèle italien en est un ou est-ce que c'est un contre-exemple ? On voit bien qu'il y a une question qui est posée. Certains experts considèrent qu'il faut anticiper sur la vague d'épidémie et passer à l'étape supérieure. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Moi, je vois une chose, Caroline Roux, c'est il y a 15 jours de cela, avec Jean-Luc Mélenchon, je me rendais à Matignon. C'était il y a 15 jours. On a donné déjà quels étaient à ce moment-là les éléments qui étaient prévus. Je vois que les choses s'accélèrent, incontestablement. Donc il faut pouvoir adapter les mesures en fonction de la situation. Et il n'est pas impossible, effectivement, si on veut endiguer cette crise sanitaire, de devoir, le moment venu, prendre des mesures plus drastiques. L'Italie fait face à une situation particulière aussi. Et je demande qu'on l'entende, puisqu'on parlait de l'hôpital public, qui est le fait du modèle italien qui, depuis plus de 10 ans, fait subir à son système, notamment de santé, des politiques d'austérité très dures. Et très franchement, en France, on n'en est pas loin. Donc, si vous voulez, cette crise sanitaire, elle vient aussi interroger nos modes d'organisation. Et je venais à la question de la crise financière, mais c'est lié, si vous voulez. On redécouvre face à cette situation que le marché, par exemple, dans l'affaire, est strictement incapable. Qu'avons-nous vu sur les places boursières ? Un marché qui s'affole d'une part, et de l'autre, un marché qui, dans la loi de l'offre et la demande, multiplie, à l'heure où on en a le plus besoin, le prix du gel hydroalcoolique. Donc on redécouvre, si vous voulez, que nos modes d'organisation sont interrogés et qu'il vaut mieux l'État et quelques règles pour régler les problèmes dans le bon ordre que le marché et la finance, en réalité. Voilà ce qu'il s'agit de dire. Et il faut tout faire pour éviter que cette crise financière ne vienne se traduire dans l'économie réelle. Et en priorité, d'ailleurs, sur les publics les plus fragiles. Non seulement les entreprises les plus fragiles, je pense en particulier aux PME, mais surtout, Caroline Roux, sur les personnes les plus fragiles économiquement. Je demande au gouvernement de renoncer à l'application de la réforme de l'assurance chômage prévue au 1er avril. Parce que les conditions d'accès à l'indemnité chômage vont être considérablement durcies avec cette réforme et il n'est pas possible de l'appliquer dans un contexte où effectivement l'économie est mise à mal. En raison de la crise, précisément. Vous auriez demandé le report de la réforme de l'assurance chômage. Vous savez que cette réforme de l'assurance chômage, elle va instantanément faire en sorte que des tas de gens vont sortir du giron de l'indemnisation. Il fallait avoir travaillé jusqu'à présent 4 mois sur les derniers 28 pour être indemnisé. Avec les nouvelles règles, c'est 6 mois sur les derniers 24. Autrement dit, des centaines de milliers de personnes, même plus d'1 million de personnes vont être concernées. Je demande au gouvernement effectivement d'y renoncer. Alors, les Européens sont attendus pour faire face à cette crise économique, cette crise financière. La Commission européenne a prévu de débloquer 25 milliards d'euros à partir de ressources qui sont existantes pour répondre à la crise économique de manière concertée. C'est suffisant, 25 milliards d'euros de ressources existantes ?
Écoutez, on va le voir, mais en tout cas, ce que je vois surtout, c'est qu'il faut immédiatement renoncer à faire respecter les absurdes règles de déficit des 3%. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oui, mais c'est fait, mais il a quand même fallu attendre d'en arriver à cette situation. C'est valable pour un tas de domaines. Regardez par exemple le domaine de la recherche. Il y a des chercheurs qui nous expliquent, d'ailleurs des spécialistes du coronavirus, qui nous disent en réalité, ces recherches, elles étaient en cours, elles étaient peu financées. Et là, maintenant qu'il y a cette épidémie, on exige finalement une solution pour le lendemain. Non, cette affaire nous fait redécouvrir le temps long, la nécessité effectivement de planifier les choses, de ne pas avoir forcément des résultats immédiats dans la recherche. Mais quelle leçon en tirer au niveau européen, justement ? Mais la leçon à en tirer, c'est que les règles budgétaires qui font en sorte, qui fragilisent toutes nos économies et notamment nos services publics. Enfin, les difficultés principales que nous avons sont liées à l'affaiblissement du service public, liées aux politiques d'austérité que veut imposer Bruxelles partout. Liées à la gestion des finances publiques aussi ou pas du tout ? C'est que la faute de l'Europe. D'abord au fait que l'Union européenne et que Bruxelles exigent de l'ensemble des pays de l'Union une austérité budgétaire qui fragilise nos services publics. Je vous le dis, il y a clairement deux modèles qui viennent en quelque sorte s'entrechoquer. Et moi, je préfère l'État et les services publics. Les 27 se sont entendus pour accorder à chaque État, précisément, c'est ce que vous dites, une flexibilité budgétaire en raison des circonstances. Donc là, vous dites... C'était bien le minimum. Bon, c'était bien... Juste un ministre contaminé, un autre confiné, le directeur de cabinet du président en quarantaine, 7 députés contaminés. Faut-il en tirer des leçons sur l'exercice des responsabilités au sommet de l'État ? Incontestablement, qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, nous voyons beaucoup de monde. Donc en réalité, on voit mal comment on aurait pu y échapper. Alors après, il y a encore quelques précautions à prendre. Nous-mêmes, d'ailleurs, à l'Assemblée, vous avez vu que l'Assemblée a été touchée, on a quelques précautions à prendre. Bon, voilà, on les prend au quotidien, on surveille sa température. Bon, vous voyez, en réalité, d'ailleurs, l'actualité a été surplombée par cette affaire du coronavirus. Moi, je vous le dis, je prends ma température. Jusqu'à présent, tout va bien. Je pense à mes collègues pour qui ça n'est pas le cas. Mais tous à l'Assemblée, nous avons plus de 49,3 de fièvre quand même. Et tout ça a disparu de l'actualité dans la période. Non, je le note aussi. Et j'imagine qu'on va en parler au moment du vote des municipales. En tout cas, c'est votre ambition. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui considèrent que cette crise du coronavirus peut peser sur ces élections municipales ? Je leur dis de ne pas renoncer à leur droit de vote ce dimanche. Le gouvernement, sur une réforme majoritairement contestée et refusée dans le pays, a utilisé son 49,3. Je dis aux Françaises et aux Français d'utiliser leur 15,3 et d'aller voter ce dimanche. Et vous avez écrit au ministre de l'Intérieur parce que vous craignez une lecture des résultats biaisés. Oui, il faut pouvoir infliger cette motion de censure citoyenne. Les listes soutenues par la France Insoumise sont d'ailleurs les meilleures pour le faire. Et oui, je mets en garde, il y a un tripatouillage en règle du ministère de l'Intérieur qui rend illisible l'élection. Pour faire simple, sur La République En Marche, M. Castaner a créé l'étiquette Union du Centre, qui est un espèce de grand aspirateur pour amortir le choc annoncé pour La République En Marche, quand les listes soutenues par la France Insoumise sont disloquées à travers de multiples étiquettes. Je lui demande donc de publier les étiquettes qui ont été déclarées par les candidats. C'est un souci de transparence, sans quoi l'élection sera rendue illisible. Mais le 15 mars, ne renoncez pas à votre droit de vote. Allez-y et infligeons cette motion de censure citoyenne au gouvernement. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci Caroline. On a eu du temps. On nous a laissé du temps.